à tous. This meeting is being recorded. Merci Philippe-Antoine de m'avoir invité à être avec vous ce soir pour vous parler dans un premier temps du stress. Donc c'est vrai que moi j'avais pratiqué la méditation et les vertus de la respiration il y a quelques années déjà, puisque on peut dire que le métier de réanimateur peut être stressant par moment, ce qui m'avait pas mal aidé en fait à passer certains caps. Et quand Philippe-Antoine m'a présenté sa ceinture de respiration sensorielle, je me suis posé la question de la littérature scientifique sur le sujet, où est-ce qu'on en était. Et finalement, je me suis rendu compte que cette littérature était vraiment vaste et floride, et d'ailleurs que le nombre d'études avait franchement accru au cours des dernières années, et on sent un véritable engouement pour le sujet de la part des professionnels de santé et des professionnels du stress. Donc, dans cette première partie, on va effectivement commencer par parler du stress, de ses mécanismes et de ses conséquences sur la santé. Alors, pour commencer, qu'est-ce que le stress? Tout d'abord, il s'agit d'une réaction physiologique de notre organisme qui est indispensable à notre survie. Si par exemple, on se balade en forêt et qu'on se retrouve face à un ours, comme ici, il va se passer tout un tas de réactions dans notre corps qui vont être très rapides et qui vont nous permettre de réagir face à ce danger. Donc, soit prendre la fuite, soit pourquoi pas rester stoïque, puisqu'on aura appris qu'il vaut mieux pas partir en courant quand un ours est agressif devant nous. Et ces facteurs peuvent être donc extrinsèques et venir de l'environnement ou du milieu extérieur. Mais ils peuvent aussi être intrinsèques, c'est-à-dire que si par exemple vous ressentez une grande douleur au niveau de l'abdomen, brutale, qu'on ne comprend pas, ça va déclencher un stress qui va nous permettre là aussi d'avoir une réaction adaptée, de prendre une position antalgique, d'aller consulter un médecin, bref, de réagir aux stresseurs qui rentrent en action. Le stress, cependant, c'est une notion relativement complexe. On peut lui donner beaucoup de définitions et il peut être étudié sous plusieurs aspects. On peut le voir comme une réponse aux événements de la vie. On peut tolérer d'ailleurs un certain niveau de pression, mais si ce stress est trop répété, chronique, trop intense, on ne le supporte plus et on peut en tomber malade. Le stress va également avoir des conséquences au niveau physiologique qui vont se traduire sur notre organisme, aussi bien sur notre psychisme que sur notre corps. Et on peut aussi le voir comme la mesure de notre capacité à faire face au stress et au déséquilibre entre l'exigence et les moyens. Le stress, ça peut donc être un stimulus, une réponse ou un processus transactionnel avec l'environnement. On parle beaucoup du stress en ce moment, comme on l'a dit, et certains le définissent comme le mal du siècle. D'ailleurs, on voit bien que notre société en ce moment en souffre, entre les burn-out, les grands changements de la société qui arrivent en ce moment. Et d'un point de vue épidémiologique, on est très nombreux à être concernés par le stress, puisque d'après une étude Ipsos récente, un adolescent sur deux est atteint de troubles anxieux, et ce chiffre est en augmentation de 10% pour l'année 2022 par rapport à l'année 2021. 40% des jeunes de moins de 25 ans rapportent des troubles anxieux généralisés. Et selon un sondage OpinionWay mené en 2017, si on interroge des Français, près de 9 sur 10 disent connaître le stress, dont la moitié se disent assez ou très stressés. 4 sur 10 ont vu leur stress augmenter sur les 3 dernières années. Et il y a une petite prédominance féminine au stress, puisque c'est près de 60% des femmes qui sont concernées. Les déclencheurs du stress, ils peuvent être multiples. Ça peut être attendu comme inattendu. Donc, ça peut être des tâches quotidiennes. Ça peut également relever du rôle qu'on attend de nous dans la société, notre rôle de femme, de mari, de mère, notre rôle professionnel. Il peut être en lien avec des difficultés qu'on rencontre, mais aussi avec des non-événements. Si par exemple on attend une promotion, on attend quelque chose des autres autour, ça peut déclencher du stress. Et évidemment, les traumatismes, quels qu'ils soient, peuvent être générateurs de stress répété. Il s'agit donc d'un véritable enjeu de santé publique et c'est une problématique qui est véritablement à prendre en compte. On va maintenant parler un peu de physiologie. Je vais essayer d'être la plus claire et concise possible,
puisque c'est finalement assez complexe, la physiologie du stress, et donc on va essayer d'introduire quelques notions importantes. Donc, tout d'abord, la notion d'homéostasie. Donc, l'homéostasie, c'est la capacité d'un système à fonctionner et à revenir à l'équilibre en dépit des contraintes extérieures. Dans notre organisme, l'homéostasie correspond à l'ensemble des paramètres physico-chimiques qui doivent être maintenus constants, comme la glycémie, la température, notre hydratation, notre taux de sel, etc. Donc, quand on est à l'homéostasie, on est dans un état d'harmonie, de balance et d'équilibre. Et puis, quand il y a des stresseurs qui apparaissent, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, des forces perturbatrices et des agents nocifs, l'homéostasie est menacée, les réactions de stress vont s'enclencher, puis il va y avoir des réponses adaptatives et finalement des forces qui contrebalancent et neutralisent ce stress pour que l'organisme puisse revenir à l'état d'homéostasie. Et finalement, quand on ne revient pas à cet état d'homéostasie, c'est là qu'il y a un déséquilibre qui se produit et donc que le stress peut devenir mauvais pour la santé et générateur de tout un tas de problèmes psychosomatiques. Notre cerveau est le véritable centre de commandement du stress. Donc, quand un stresseur apparaît, il va stimuler au niveau de l'hypothalamus l'axe corticotrope, on en parlait un peu plus en détail après, qui va sécréter de l'ACTH et qui va venir ensuite stimuler notre surrénale, qui elle va produire du cortisol ou de la corticostérone. Et il va également stimuler le locus ceruleus, qui va activer notre système nerveux autonome, principalement via les effets du nerf vague. L'hippocampe et les circuits de la mémoire vont intervenir, et c'est pour ça qu'il va y avoir une mémoire éventuellement traumatique du stress quand il est important ou quand il est répété. L'amygdale, qui est le centre de gestion des émotions, également intervient dans l'apparition d'un stresseur. Et tout ça va entraîner tout un tas de conséquences physiologiques, dont les sécrétions de catécholamines et d'amines, qui vont avoir des conséquences sur notre organisme. Donc, comme on l'a vu, l'axe corticotrope, lui, c'est notre hypothalamus qui est stimulé par un stresseur, qui va sécréter de la CRH, qui va stimuler l'hypophyse, qui, elle, va sécréter de l'ACTH, qui va circuler dans notre organisme jusqu'aux glandes surrénales. Et c'est les glandes surrénales qui vont produire des glucocorticoïdes. Il va y avoir un rétrocontrôle à l'état physiologique, une fois qu'il y a la production de glucocorticoïdes, pour inhiber l'hypophyse et l'hypothalamus, pour éviter en fait qu'il y ait un excès de production de glucocorticoïdes et qu'il y ait un équilibre qui se fasse. Le cortisol a de multiples effets sur notre organisme. J'en cite quelques-uns ici. Il va avoir des effets de diminution au niveau du système immunitaire, des effets sur les maladies cardiaques. Il va provoquer de l'hypertension artérielle, une élévation du glucose. Il va agir également au niveau du tube digestif, au niveau du système nerveux et même au niveau du système nerveux central, avec des symptômes d'anxiété, de dépression et de maux de tête. Un des modèles assez connus finalement d'un excès de cortisol, c'est les patients qui prennent au long cours des corticoïdes. Et on peut voir qu'il y a tout un tas d'effets secondaires et d'effets délétères à une prise au long cours de corticoïdes et qui vont aller au-delà de tout ce que je cite, puisqu'il y a aussi les troubles musculo-squelettiques, les troubles cutanés. Et donc, c'est un bon exemple des effets délétères d'un excès de cortisol sécrété par l'organisme. Le deuxième grand acteur majeur de la réaction du stress, c'est notre système nerveux autonome. Autonome parce qu'en fait, il se débrouille sans notre conscience et on a très peu d'accès et on ne peut pas agir volontairement sur ce système nerveux autonome. Quand il y a un stress, c'est le système sympathique, ou qu'on appelait avant orthosympathique, qui va être activé et qui d'ailleurs va nous permettre dans certaines situations, comme on l'a vu avec l'ours, d'avoir une réaction adaptée. Il va accélérer la fréquence cardiaque, dilater les bronches, il va bloquer la digestion, puisqu'il va falloir que l'organisme se concentre là sur la fuite, le danger. Il va stimuler la libération de glucose par le foie, là aussi c'est pour produire de l'énergie et que le corps puisse se débrouiller face au stresseur. Il va stimuler la sécrétion d'adrénaline. Donc l'adrénaline, on peut connaître ça quand par exemple on a fait un manège à sensation, on a un sentiment après assez fort, on dit on a vidé ses surrénales, on a ressenti la décharge adrénaline. Et ce système sympathique est contré justement pour revenir à l'équilibre et permettre l'homéostasie par le système parasympathique qui, lui, va avoir
les effets inverses du système nerveux orthosympathique qui est stimulé dans les situations de stress. Et là, j'en parlerai d'ailleurs beaucoup plus longuement la semaine prochaine, mais la respiration est un des moyens d'activer le système parasympathique et donc de contrer les effets du système orthosympathique et revenir à un état d'homéostasie. Le stress a beaucoup de conséquences et donc je vais commencer là par énumérer les conséquences finalement un peu plus directes du stress auxquelles on peut tous assimiler quand on connaît le stress. Il y a 3 cortèges de symptômes principaux dans le stress, des symptômes physiques, des symptômes émotionnels et des symptômes comportementaux. Ces symptômes-là sont en lien les uns avec les autres et donc quand il y a un stress chronique, un stress répété, un stress intense, l'ensemble de ces symptômes va s'auto-entretenir et là, on peut se retrouver dans une situation de cercle vicieux. Pour ce qui est des symptômes physiques, ils sont très nombreux. La plupart du temps, les gens peuvent décrire des douleurs et des tensions musculaires, des troubles digestifs à type de nausées, de diarrhée, d'inconfort digestif, mal au ventre, des troubles de l'appétit qui peuvent aller d'une perte de l'appétit, une anorexie, à des troubles du comportement alimentaire où au contraire, on va avoir besoin de manger énormément. L'insomnie, les troubles du sommeil, ça peut également entraîner des migraines, des maux de tête, de la fatigue chronique éventuellement, et des sensations de vertige et de sueur pour les principaux symptômes physiques associés au stress. Pour ce qui est des symptômes comportementaux, le stress va entraîner éventuellement une réaction d'isolement. Il peut entraîner des difficultés et des relations sociales, un absentéisme, difficultés dans les relations amicales, difficultés à la prise de parole, mais également des comportements addictifs. Là, on est plus sur le stress chronique et répété. Et enfin, les symptômes émotionnels. Donc, le stress va générer une agitation, il peut générer une anxiété qui va devenir pathologique si elle est généralisée et si elle est répétée, une irritabilité, il peut entraîner une sensation de dépression, syndrome dépressif, une faible estime de soi et même voire une indécision avec une difficulté à prendre la bonne décision au bon moment. Quand on s'intéresse maintenant un peu plus aux conséquences chroniques du stress sur la santé, donc au-delà des cortèges de symptômes que je viens de mentionner, ils sont également multiples et on peut les séparer en 2 parties. Il y a tout un tas de conséquences qui vont être physiques et somatiques. Donc, comme on l'a dit, la fatigue, et donc un stress chronique va entraîner une fatigue répétée, qui va d'ailleurs aller avec les troubles du sommeil et l'insomnie. Mais au-delà de ça, ça va entraîner des maladies cardiovasculaires. On en parlera après, mais le stress est reconnu comme un véritable facteur de risque cardiovasculaire. Syndrome dysmétabolique, diabète, hypertension, surpoids, un vieillissement prématuré. D'ailleurs, on sait que certaines professions très exposées au stress ont une espérance de vie réduite par rapport à d'autres professions, donc via les maladies cardiovasculaires et via le vieillissement généralisé du corps. Une baisse des défenses immunitaires, particulièrement contre les virus, on en parlera après aussi. Les troubles digestifs peuvent devenir chroniques et ça peut se traduire par un syndrome de l'intestin irritable ou de la constipation chronique. Ça peut entraîner l'aggravation aussi de maladies inflammatoires, de maladies auto-immunes, comme par exemple la maladie de Crohn pour citer celle-là, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres. Et les conséquences psychologiques et cognitives peuvent être très importantes. On en parlera aussi un peu plus en détail. Des altérations cognitives, avec vraiment des difficultés à l'apprentissage, à la mémorisation, des troubles anxieux, des troubles dépressifs, des conduites addictives, et ça peut même aller jusqu'au burn-out, avec voire des syndromes dépressifs majeurs. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le stress est un vrai facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Beaucoup d'études l'ont prouvé. On dit que ça multiplie par 3,5 le risque de faire un événement cardiovasculaire. Et finalement, ça a une explication et un rationnel physiopathologique. Quand on reprend ce qu'on a vu tout à l'heure avec les 2 principaux acteurs qui sont le système nerveux autonome sympathique et l'axe hypothalamo-hypophysaire qui est stimulé en cas de situation de stress. Donc, il y a
la noradrénaline qui est sécrétée, ainsi que la CRH et la cortisone, et bien finalement, l'excès de cortisone, l'excès d'adrénaline et l'activation du système nerveux sympathique va entraîner une insulinorésistance, une obésité viscérale, une augmentation des triglycérides et une diminution des HDL qui sont le bon cholestérol, et donc on voudrait en avoir plus pour protéger du risque cardiovasculaire, et également une augmentation de la pression artérielle. Et en fait, l'ensemble de ces symptômes sont regroupés sous le terme de syndrome dysmétabolique. Et le syndrome dysmétabolique est connu pour être un facteur de risque d'athérosclérose. Il va donc abîmer nos artères, qui va pouvoir entraîner des ruptures, comme des ruptures d'anévrisme ou des thromboses, le plus fréquent, le plus connu, l'infarctus du myocarde. Pour ce qui est de l'immunité, le stress agit également au niveau de notre système immunitaire. Ça a été démontré par de nombreuses études via plusieurs mécanismes. Tout d'abord, la diminution de l'activité des cellules natural killers. Donc, les cellules natural killers, c'est des cellules qui font partie de notre immunité, donc qui sont là pour nous aider à nous défendre contre les agents extérieurs agressifs. Une réduction de nos lymphocytes. Et les lymphocytes, c'est les cellules immunitaires qui nous permettent de lutter en premier lieu contre les virus. Et donc, ça va entraîner potentiellement la réactivation de virus latents, donc par exemple l'herpès ou le zona. Un dérèglement des cytokines. Donc, les cytokines, c'est les médiateurs de l'inflammation entre les différentes cellules du système immunitaire et nos organes, et donc qui vont être déréglées, produites en excès. Une diminution de nos anticorps, donc là qui nous permettent de nous défendre contre les bactéries, contre tout un tas de germes, et puis une diminution du ratio entre les cellules activatrices et inhibitrices. Donc pour résumer, le stress entraîne une dérégulation des fonctions immunitaires et ça va avoir pour conséquence, par exemple, un retard de cicatrisation, donc après une chirurgie ou après une blessure, une mauvaise réponse vaccinale. Ça peut également aggraver et avoir un lien avec les cancers ou, comme on l'a vu, la réactivation d'herpès ou de zona via la baisse des défenses immunitaires et notamment la réduction des lymphocytes. Pour ce qui est des troubles cognitifs et psychologiques, au niveau du système nerveux central, via l'hypothalamus et le locus coeruleus, comme on l'a vu tout à l'heure, le stress va avoir de multiples conséquences. Pour ce qui est du cortex préfrontal, ça va entraîner une diminution de l'attention et de la flexibilité et diminution du rétrocontrôle de l'axe corticotrope. Donc en fait, on ne fait plus cette boucle de rétrocontrôle qui permet de limiter la production en excès de cortisol. Au niveau de l'hippocampe, un stress va entraîner une diminution de la mémoire conceptuelle et spatiale et donc une diminution des capacités de nouveaux apprentissages. Et pour ce qui est de l'amygdale, qui est notre centre vraiment des émotions, ça va entraîner une augmentation de l'anxiété, une augmentation de la mémoire émotionnelle. Donc, on va encoder beaucoup plus les événements traumatiques et les associer ensuite au stress et aux émotions négatives, et une diminution des valeurs de récompense. Il y a quand même des moyens pour lutter contre le stress, heureusement. Donc, évidemment, quand on peut, on agit sur les facteurs extérieurs, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, il y a quand même des choses à faire pour pouvoir mieux gérer ce stress. Vous connaissez ça sûrement mieux que moi. Et puis, pouvoir ensuite en diminuer les conséquences, qu'elles soient le cortège de symptômes qu'on a vu, physiques, émotionnels, comportementaux, mais aussi les conséquences sur la santé et la mortalité à long terme avec les maladies cardiovasculaires et les problèmes immunitaires, etc., engendrés par un stress chronique. La Fédération française de cardiologie recommande 10 points pour lutter contre le stress. Le premier, c'est de se faire plaisir au moins une fois par jour. Donc la notion de plaisir, de récompense, et là, elle est propre à chacun sur comment on peut se faire plaisir. L'activité physique quotidienne, elle renforce le système anti-stress, elle permet de procurer du bien-être, de renforcer la confiance en soi, et donc elle va permettre de lutter contre le stress. Boire moins de café, des boissons très excitantes et puis l'alcool qui clairement n'aide pas à gérer son stress. Éviter de fumer, contrairement à ce que les fumeurs peuvent penser, que la cigarette ne les aide pas à gérer leur stress, bien au contraire, elle l'aggrave.
Bien manger, bon, ça paraît évident, mais ça fait partie du prendre soin de soi et de prendre soin de soi et va avec bien manger, équilibré, moins de gras, moins de sucre, moins de grignotage. S'accorder des moments de détente chaque jour. On va en reparler après. Et là aussi, vous connaissez ça mieux que moi, mais la relaxation, la méditation, la lecture, la musique, le cinéma, etc. Trouver des moyens, en fait, pour pouvoir avoir des espaces de repos, de détente et pouvoir revenir dans un état d'homéostasie et pouvoir lutter contre les stresseurs. Ne pas refouler ses émotions, peur, joie, les sentiments qui soient positifs ou négatifs et savoir les exprimer. Et donc pour ça, parler avec ceux qui nous entourent, que ce soit des collègues, des conjoints, des enfants, de la famille, des amis, et également le savoir les écouter. Très important, le sommeil, respecter la qualité et la durée du sommeil pour pouvoir être armé et que notre système nerveux central et notre organisme, notre corps soient prêts à justement mieux affronter les stresseurs. Et en dernier lieu, il recommande de ne pas hésiter à consulter un spécialiste de l'aide à la relation, psychologue, psychothérapeute, conseiller conjugal, etc. Donc pour ce qui est de s'accorder des moments de détente chaque jour, il y a plusieurs préconisations qu'on peut faire. Se concentrer sur sa respiration. Donc là encore une fois, c'est la Fédération française de cardiologie qui recommande ça. Donc les inspirations et les expirations jusqu'à descendre à 6 respirations par minute. Donc voilà, là on est vraiment sur la respiration. Pratiquer des exercices de relaxation pour détendre ses muscles, les zones de tension dans son corps et pouvoir être apaisé aussi dans tout son organisme. Des exercices de méditation, prendre conscience de ses pensées, de ses émotions, de ses sensations physiques, même si on sait que la méditation n'est pas du tout adaptée à tout le monde. En tout cas, c'est un des moyens pour se détendre. La sophrologie, bien sûr, avec des exercices rythmés par la respiration pour améliorer le ressenti corporel. Les exercices de cohérence cardiaque, afin de synchroniser le rythme cardiaque et le rythme respiratoire. Et finalement, la cohérence cardiaque recoupe avec la respiration, la relaxation, la sophrologie, mais aussi les thérapies cognitivo-comportementales. Donc là, il faut faire appel à l'aide de psychologues ou de psychiatres qui sont formés à ces thérapies-là. Et enfin, la psychanalyse qui peut aider à mieux comprendre, à mieux analyser son histoire pour accéder à un meilleur épanouissement et à mieux lutter contre son stress. Donc, dans la deuxième partie, la semaine prochaine, on abordera vraiment la respiration et le système cardiovasculaire. Donc là, on a vu le stress, ses mécanismes et ses conséquences. Et donc maintenant, comment la respiration finalement intervient, via quel mécanisme sur le système cardiovasculaire, sur le système parasympathique pour nous aider à lutter contre son stress. Voilà, donc ça, ce sera à suivre au prochain webinaire. Je vous remercie. Et donc maintenant, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Merci beaucoup, Charlotte, pour cette présentation très claire et très détaillée. Est-ce que vous avez des questions? Personne dans le chat. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser aussi. En tout cas, moi, je trouve la présentation, enfin, elle montre, en tout cas, elle met en évidence à quel point le stress est délétère pour la santé s'il se reproduit beaucoup trop fréquemment. Moi, j'aurais une question, Charlotte, sur la prise en charge du stress. Comment est-ce que tu peux expliquer, on va dire, les gros soucis de prise en charge du stress, et notamment toi qui as travaillé dans un milieu hospitalier, que finalement, il y a parfois une décorrélation entre ce que va proposer la médecine et ce que la science a pu démontrer. En fait, ça commence par un des problèmes des médecins et du milieu médical. Alors, pas tous évidemment, hein, sans généraliser, mais quand même, c'est que
on dichotomise beaucoup le corps et l'esprit, et donc un cardiologue va beaucoup s'occuper du cœur, un gastro-entérologue du tube digestif, et on a perdu un peu la vision d'ensemble du patient dans toutes ses dimensions, et notamment dans sa dimension psychologique et humaine. Et finalement, quand on reprend les patients dans leur ensemble, on voit que derrière la plupart des maladies et la plupart des symptômes pour lesquels ils consultent, il y a une histoire de vie qui est liée à tout un tas d'événements traumatiques, d'histoires personnelles, d'antécédents. Et donc finalement, je pense que, et c'est pour ça aussi qu'on voit que les choses évoluent, hein, la médecine se rend compte aussi que pour mieux soigner, il faut prendre en charge les personnes dans leur globalité, et peut-être beaucoup plus être attentif à leur passé, leur vécu, leurs émotions. Et donc finalement, voilà, sous le stress, on regroupe un petit peu tout ça, c'est-à-dire les événements, voilà, les événements perturbateurs, difficiles à gérer et qu'on a pu vivre. Et donc, je suis de plus en plus convaincue que, voilà, aider les personnes à prendre soin d'eux, à se connaître, à reconnaître leur stress. Et donc il faut aussi pour les médecins, qu'ils le cherchent, hein, c'est-à-dire qu'on cherche que ce qu'on trouve, hein. Donc, si on n'interroge pas un patient sur, son vécu et son histoire, on aura du mal à identifier que, il peut avoir, voilà, des liens très forts entre ses symptômes, sa maladie et le stress. Et donc, c'est voilà, c'est pour ça que je pense qu'il y a il y a un gap qui est un peu culturel et ancien sur les organes sont bien séparés et on traite un organe. Mais je pense qu'il y a une évolution quand même qui se fait et qui d'ailleurs est très importante à se faire pour prendre les personnes en charge dans leur globalité. Et donc, le stress, évidemment, comme on l'a vu, concerne beaucoup de gens et donc est à prendre en compte. Et donc j'entends aujourd'hui des cardiologues dire qu'en consultation, ils parlent de cohérence cardiaque à leurs patients. Donc ça fait plaisir, on sent qu'il y en a qui, voilà, qui évoluent et qui se rendent compte que finalement, plutôt que prescrire un bêta-bloquant, je ne dis pas qu'il ne faut pas le prescrire, mais peut-être qu'il faut aussi s'intéresser à la personne dans sa globalité et lui proposer des solutions accessibles et qui puisse l'aider justement à gérer son stress et les événements de la vie. Hmm. Alors, il y a une question là dans le chat de Céline qui dit qu'elle ajoute aux 3 types de symptômes que tu as cités du stress, elle ajoute aussi les symptômes cognitifs, la difficulté à se concentrer, les pertes de mémoire. Est-ce que tu peux en parler un peu aussi? Oui, ben, j'en ai parlé dans les conséquences chroniques sur le système nerveux central, hein. C'est vrai que le stress, que ce soit via la stimulation de l'hypophyse et la sécrétion de cortisol, via aussi l'activation du système nerveux sympathique, va avoir des conséquences au niveau de l'ensemble de notre système nerveux central. Et donc, l'amygdale, le centre des émotions, ou le cortex frontal, qui va encoder les moyens de réaction, vont être touchés. Et donc, il n'y a pas de doute que le stress chronique va avoir des conséquences cognitives. Et donc, comme dit Céline, voilà, difficulté de concentration, perte de mémoire, diminution de l'adaptation, difficulté à avoir de nouveaux apprentissages. Voilà. Donc, tout à fait, c'est vrai que c'est une des conséquences majeures du stress répété et qui d'ailleurs est des fois difficile à associer. Les gens ne font pas toujours le lien, hein, ils le font même rarement quand on ne s'intéresse pas un peu au stress et à ses conséquences, hein, entre voilà, des difficultés de concentration ou de mémorisation et un stress répété qu'on ne sait pas gérer. Moi, je voulais remercier Charlotte de sa présentation. Je suis Christine, je suis une ancienne pardon, infirmière anesthésiste et donc de réanimation. Et ce que vous m'avez dit m'a beaucoup, et maintenant, actuellement, pardon, je suis sophrologue. Et vraiment, votre approche de la médecine avec une vision qu'on pourrait dire globale, hein, c'est nous les infirmières, c'était un peu notre champ de bataille depuis des années. Et vraiment, ça m'a fait plaisir d'entendre ce que vous dites, quoi, parce que
Pour moi, on ne peut pas, bien sûr qu'il faut traiter les organes du patient, mais on sait très très bien qu'on ne peut pas traiter ces organes sans traiter l'ensemble du patient, ce qu'il ressent. Et c'est vrai que le stress, c'est une très bonne approche justement pour avoir une approche holistique, parce qu'il y a tellement de facteurs qui interviennent au niveau du stress que voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ça me fait plaisir de voir que la médecine évolue comme ça. Ça ne veut pas dire qu'elle était mal avant, hein, mais ouais, c'est sympa d'entendre ça. Et en plus, votre document, le manuel que vous avez écrit, je l'ai trouvé à la fois bien détaillé, mais bien expliqué, avec des schémas, justement, quand c'est un petit peu compliqué, comme ce que vous nous avez présenté aujourd'hui. Et donc, ouais, c'est un très bel outil. Donc, je voulais vous donner ce retour. Bah, tant mieux, super, merci. Alors, le document dont parle Christine, c'est le rapport qu'a écrit Charlotte et qu'elle nous présente donc sur 3 webinaires, qui est disponible sur le site de neoflow.co, que vous pouvez télécharger dans la section professionnelle de santé. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui veulent partager? Moi, j'avais une petite question. Déjà, je voulais remercier Charlotte parce que je rejoins les propos de Christine. Cette présentation était vraiment super, très détaillée, synthétique. Et moi qui m'intéresse au stress depuis des années aussi, voilà, en tant que coach de respiration, j'ai trouvé que c'était un super job de synthétisation pour on va dire pour des sujets et des fois des mécanismes physiologiques qui ne sont pas forcément évidents à comprendre et transmettre. Donc, bravo Charlotte. Moi, j'avais une petite question. Alors, tu parlais des chiffres de la situation où aujourd'hui, il y a de plus en plus de stress. On le voit notamment chez les jeunes. C'est en constante augmentation. Est-ce que dans les études, ils sont intéressés aux causes potentielles des augmentations des facteurs stressants ces dernières années? Est-ce que ça peut être lié à l'environnement externe, notamment, ou est-ce que c'est des sujets qui ne sont pas spécialement abordés dans les études ou c'est plutôt factuel, quoi? Si tu as peut-être quelques éléments de réponse, ça serait intéressant de pouvoir les partager. Alors, effectivement, il y a des études qui s'intéressent à cette question. En sociologie, pour l'instant, j'en ai vu, pas, Ok. et pas en littérature scientifique médicale. Par contre, les sociologues se penchent sur la question là depuis quelques années, parce qu'il y a clairement un constat d'une souffrance de la jeunesse. Et donc, il y a plusieurs théories qui sont avancées sans que il y ait de confirmation hein, sur exactement qu'est-ce qui se passe, hein, mais notamment sur l'incertitude de l'avenir, hein, les angoisses de l'évolution de notre planète, de notre société. Et je pense à juste titre, hein, je me projette 20 ans en arrière, je me dis les préoccupations que j'avais entre 15 et 20 ans, je pense qu'elles n'étaient pas les mêmes C'est que sûr. celles des jeunes aujourd'hui et donc qui sont sûrement à juste titre inquiétés. On évolue dans une société aussi, il y a les réseaux sociaux qui font qu'on est tous connectés et quelque part tous déconnectés, hein, le lien social et la discussion entre les jeunes et les membres de leur famille et même les jeunes entre eux, les choses se sont modifiées, donc il y a peut-être des pertes de repères aussi là-dedans. Donc voilà, c'est les principales théories que j'ai lues avancées par les sociologues pour résumer, mais c'est un sujet qui est clairement à explorer et à continuer de creuser pour mieux comprendre et pouvoir mieux les aider parce que ça se traduit par une augmentation du nombre de suicides, une augmentation du nombre de dépressions et il y a un vrai problème chez les jeunes. Super intéressant. Merci beaucoup. Oui, il y a un autre point qui m'intéresse aussi, c'est, on connaît tous nos principaux sens, hein, la vue, l'ouïe, etc. Et on parle de plus en plus de l'interoception. Et on voit justement que les personnes qui sont excessivement stressées, qui subissent beaucoup de stress, souvent les méthodes
de gestion du stress qu'on va proposer, elles font appel justement à une écoute un peu de l'intérieur de notre corps. Donc, ce fameux sens interoceptif, de pouvoir finalement entendre, par exemple, notre cœur qui bat, entendre les tensions que l'on a et justement, en les entendant, être capable de les calmer ou de les relaxer. Est-ce que tu as vu des études un peu qui traitent justement de ce sens-là? Est-ce qu'il y a des personnes qui qui ont une meilleure interoception que d'autres? Est-ce que, comme la vue, enfin, c'est quelque chose qu'on perd avec le temps, comme Louis aussi? Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Alors, j'ai pas vu de travaux là-dessus. Il faudrait que je recherche spécifiquement là, sur l'interoception, mais j'en ai pas vu passer. Après, voilà, l'interoception, finalement, c'est les fondements de la méditation qui existent depuis maintenant plusieurs milliers d'années et avec toutes les vertus de la méditation pratiquée au long cours, hein. Alors, si les travaux que j'ai vus sur l'interoception, c'est les IRM fonctionnels qui ont été réalisés sur des grands méditants, hein. Donc, je pense à, évidemment, son nom va m'échapper. Le copain de Christophe Mathieu Anquetil. Ricard, non, c'est pas ça? Mathieu Oui, Ricard. tout à fait, voilà, merci. Mhm. Sur Mathieu Ricard, avec toutes les IRM fonctionnelles qu'on a pu faire sur lui et sur d'autres grands méditants. Et donc, on a pu observer que l'interoception, via en tout cas les techniques de méditation, clairement changeait et modifiait l'activation de, par exemple, notre amygdale, hein, qui est un des centres assez régulateurs des émotions, était bien mieux contrôlé chez les personnes qui étaient capables d'interoception. Donc, on sait qu'il y a un lien. On est en train de, voilà, il y a, les études scientifiques font le lien, en tout cas sur les grands méditants. Après, on a, voilà, ça pas, j'ai pas vu de choses faites sur la population générale. Ça ne veut pas dire qu'il y en a pas, hein, mais il faudrait que je creuse plus spécifiquement. Ce que j'ai vu, c'était vraiment sur les grands méditants. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Ça parle un peu d'hypnose, ouais, aussi, en effet. Ouais, Christine qui parlait de l'hypnose, qui est une bonne méthode pour débloquer des traumas. Et en effet, ouais, sur l'hypnose, il y a tellement à dire et tellement à découvrir encore. Ah oui, ça, c'est sûr. L'hypnose, c'est à la fois un très bon outil, mais c'est vrai qu'il y a encore tellement de choses à découvrir. C'est beaucoup de choses déjà, mais ouais, c'est particulier. Je trouve que le travail, le lien, en tous les cas, si on parle vraiment de respiration et de gestion du stress par la respiration, je trouve que le lien corps-esprit est vachement important. Et moi, ça me ramène plus à la sophrologie, hein. Je fais à la fois de la sophrologie et de l'hypnose. Et je trouve que si on veut vraiment faire le lien, c'est-à-dire ou parler, connaître ce qui se passe à l'intérieur de son corps, c'est vraiment s'aligner, se recentrer sur soi. Et je trouve que là, le travail de la sophrologie est plus intéressant que le travail de l'hypnose. Encore qu'on peut faire des choses intéressantes aussi en hypnose. Mais, et je trouve que l'outil que tu as développé est intéressant aussi dans la prise en charge en sophrologie de certaines personnes, quoi. Oui, Voilà. clairement, c'est clair que la respiration est vraiment la porte d'entrée, on va dire, ouais, de notre système nerveux. Enfin, Charlotte en parlera depuis la semaine prochaine, et un peu le fondement de Je travaille beaucoup sur la gestion du stress. le système parasympathique et le nerf vague en sophrologie, en fait. Donc, voilà. Oui.
Super, nickel. C'est moi, Christine, qui ai parlé de l'hypnose. Donc, moi, je suis Ouais. sophrologue et hypnothérapeute. Aussi. Effectivement, quand il y a vraiment un gros stress, je vais toujours commencer par des séances de sophrologie avec beaucoup de respiration pour ensuite possiblement enchaîner sur de l'hypnose pour aller effectivement travailler sur si ce stress est persistant, qu'il y a on décèle des traumatismes ou des choses anciennes, des blocages récurrents, pour aller vraiment essayer de débloquer ça et faire en sorte que le stress soit moins présent. Mais je vais toujours commencer par la respiration et la sophrologie en première intention quand il y a un gros stress. Ah, mais ça me fait très plaisir ce que vous dites, parce que moi, je fais tout à fait pareil et je trouve que c'est intéressant justement de faire comme ça. Déjà, associer la personne pour après aller dissocier et faire des déblocages. Voilà, Très exactement. confortable, je trouve, de faire comme ça. Intéressant. Merci pour ce retour. Très bien. Eh bien, écoutez, 19h46, on est pile poil dans le timing. Je vous remercie en tout cas à tous pour votre participation. N'hésitez pas donc à noter la date de jeudi prochain à la même heure pour le deuxième webinaire. On vous enverra le lien Zoom par email dans la semaine prochaine. Et en effet, ouais, si vous voulez télécharger le rapport de Charlotte pour le feuilleter et puis l'avoir aussi dans votre coin au cas où vous voulez y revenir pour revoir certaines choses plus en détail, vous pouvez le télécharger sur notre site neoflow.co. Voilà, encore un grand merci Charlotte pour ta présentation ce soir et puis je vous souhaite à tous une excellente soirée et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Merci. À la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.